Hello tout le monde, c'est Colépi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour tous les articles gratuits qui sortent, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines, vous trouverez une vidéo qui l'accompagnera, donc pour 2 raisons. Déjà parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez pu voir que j'ai fait des vidéos sur NLT, c'est un format que j'apprécie particulièrement. Et du coup, j'avais envie de me remettre à faire de la vidéo. Et aussi parce que c'est un autre format et ça touche d'autres personnes et ça aide évidemment à faire connaître mon travail. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite et puis j'espère que ça vous plaira. On va pouvoir commencer par parler de la Fed dans un premier temps. Donc, pour rappel, la Fed, lors du dernier FOMC il y a une dizaine de jours, a décidé de ne pas changer ses taux, elle ne les a pas augmentés, elle ne les a pas baissés. Ce qui a donné pour impression aux intervenants que la Fed ne montrait plus leurs taux. Donc c'est déjà ce qui était pricé avant. Donc ce que vous voyez ici, c'est les probabilités de hausse des taux pour juillet avant le FOMC, donc le dernier FOMC de juin, et ici après le dernier FOMC, donc plus récemment. On peut voir que avant le FOMC où la Fed a choisi de faire une pause, les intervenants pensaient à 32% de chances que les taux resteraient inchangés à partir de maintenant et que la Fed ne montrait plus jamais ses taux. Et il y avait encore 50% de chances pour que la Fed augmente ses taux en juillet. Donc ça, c'était avant le dernier FOMC où la Fed a annoncé sa pause. Et maintenant, donc désormais, ça c'est le graphique qui a été pris après le FOMC, les intervenants estiment que la Fed augmentera les taux en juillet à 76%, tandis que plus que 23% pensent que la Fed maintiendra ses taux inchangés. Donc c'est extrêmement intéressant de repérer ça, et grâce à Alexandre Baradé, que je vous invite à suivre sur Twitter pour vous tenir informé au niveau macroéconomique, on a pu avoir quelques retranscriptions de ce qui s'est dit lors des prises de parole de la Fed, et nous pouvons voir que la Fed s'inquiète encore de l'inflation. Comme on peut le voir ici, l'inflation globale a baissé, mais c'est principalement dû à l'énergie et à l'alimentaire, et moins à la politique monétaire. Nous n'avons pas vu beaucoup de progrès dans l'inflation des services, et nous avons encore un long chemin à parcourir. Le FOMC pense globalement qu'il sera approprié de remonter encore les taux cette année, et peut-être 2 fois, et un autre membre de la Fed qui a dit que d'autres hausses des taux seront nécessaires pour atteindre un niveau d'inflation, d'un niveau suffisamment restrictif et maîtriser l'inflation. Donc on peut voir que la Fed a maintenu un discours particulièrement hawkish, donc qui prévoit encore d'augmenter les taux pour faire ternir l'inflation. Mais je sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé dans l'article, faudrait que je le retrouve, je vous le remettrai en description ou en fiche en haut à droite de la vidéo, mais on avait vu que pour faire descendre l'inflation à la fin de 2024 à 2%, ça coûterait à l'économie un taux de chômage de 6,4%, ce qui est un taux de chômage absolument énorme. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, en fait, plus on essaye de faire descendre l'inflation, notamment entre 2, mais plus on essaye de faire juguler l'inflation, notamment à partir en dessous des 3%, plus ça coûte cher à l'économie par rapport au ressenti. Donc c'est pour ça que pour moi la Fed coupera ses taux plutôt pour 2 raisons possibles. Dans un premier temps, la hausse du chômage. La hausse du chômage a historiquement toujours fait pivoter la Fed, donc comme on peut le voir, chaque fois que j'ai mis un trait en pointillé ici, là c'est les taux de la Fed, vous le voyez en noir, et le taux de chômage, vous le voyez en bleu ciel, et vous voyez qu'à chaque fois ça a été un marqueur important dans le pivot de la Fed. Chaque fois que le chômage a augmenté de manière trop agressive, la Fed a cédé. Donc ça c'est vraiment une possibilité, ou la deuxième possibilité ça va être un événement de crédit important, donc on a pu en parler de nombreuses fois sur la newsletter. L'immobilier commercial par exemple pourrait être un événement de crédit. Pour le coup, la Fed a dit qu'elle surveillait notamment ce secteur, donc ça sera pas un événement de crédit inattendu si ça arrive, et la Fed interviendra sûrement, mais un événement de crédit ça peut être les subprimes comme ça a été le cas en 2008, ça peut être vraiment beaucoup d'éléments. Donc pour moi, c'est vraiment les 2 possibilités pour que la Fed pivote actuellement. Une augmentation vraiment agressive du chômage ou un événement de crédit assez important. On va terminer par ce que pense Goldman Sachs vis-à-vis de la Fed, donc que va faire la Fed par la suite. On peut voir ici que Goldman Sachs, en bleu pointillé ici, pense que la Fed va maintenir ses taux à un niveau suffisamment restrictif pendant encore quelques mois, donc plus exactement jusqu'à encore mars 2024, tandis que le marché lui price que la Fed devrait couper ses taux d'ici septembre, donc vous voyez ici. C'est intéressant de savoir que le market price une baisse des taux assez rapide parce que c'est un élément qui pourrait être pris en compte par la suite par les actifs à risque, ce qui pourrait évidemment peser sur les marchés. Si les intervenants pensent que la Fed va vite couper ses taux et ressortir l'argent gratuit alors qu'elle va encore maintenir ses taux à un niveau très restrictif, ça aura forcément une influence sur le prix des actifs à risque. On va pouvoir maintenant passer à la partie concernant les risques actuels du marché. Donc dans un premier temps, on va avoir une asymétrie entre les options de vente et les options d'achat. On peut le voir ici, 2 graphiques, donc le skew put call, donc le rapport, on va essayer de simplifier.
le rapport entre le nombre d'options d'achat et le nombre d'options de vente sur les actions seules, et ici ça va être sur les index, en bleu ciel sur les index et en bleu foncé sur les actions individuelles en moyenne. On peut voir que concernant les index, on a commencé à vendre des puts, donc vendre des options de vente, donc c'est-à-dire parier à une petite hausse du marché. Concrètement, c'est ça, vendre des puts, parier à une faible volatilité, mais une petite hausse tout de même. Les intervenants ont commencé à vendre massivement des puts et à s'exposer au marché via des calls, donc des options d'achat, au début du mois de mai, je pense que ça doit être vers mai, fin avril. Et également, concernant les stocks, donc concernant les actions individuelles, on peut voir qu'il y a eu une augmentation du nombre de calls, donc des options d'achat, ce qui est bullish, à la fin du mois de mai, enfin durant le mois de mai. Donc c'est extrêmement intéressant de remarquer ça, parce que si les intervenants vendent des puts et achètent des calls, ça veut dire qu'ils s'exposent extrêmement à une hausse du marché. Et de même pour les stocks, pour les actions individuelles, si les intervenants achètent en masse des calls, c'est qu'ils pensent que ces actions vont encore monter. Donc c'est pour ça qu'on peut voir sur la droite que le positionnement est bullish au maximum. Ça c'est simplement parce que les intervenants ont vendu des puts et acheté des calls en masse, ce qui fait qu'ils sont surexposés à une hausse du marché. On va désormais pouvoir passer au graphique suivant qui, lui, nous montrera les retours indexés des valeurs cycliques versus les valeurs défensives en excluant les matières premières, et l'activité actuelle aux US qui, elle, sera mesurée par la production industrielle, par l'emploi, par les dépenses des consommateurs et toutes ces choses-là. On peut voir que les deux graphiques suivants, historiquement, ils ont été très corrélés. Donc, à savoir, quand l'économie va bien, le retour des valeurs cycliques est plus important, donc c'est-à-dire que l'indice grimpe, étant donné que les intervenants vont s'exposer aux actions qui vont profiter le plus d'un environnement économique favorable, et quand l'économie est plus en difficulté, ils vont plutôt s'exposer aux actions défensives, et c'est pour ça que ce graphique baisse. Donc, notamment on peut le voir en 2020 où il y a eu un sacré dump sur ce graphique. Ce qui est intéressant maintenant de repérer, c'est ici les deux valeurs qui se décorrèlent depuis le début d'année, enfin même depuis la fin d'année 2022. C'est extrêmement intéressant de repérer ça parce que les intervenants du coup s'exposent vachement aux actions cycliques, alors que du côté économique ça reprend pas si bien que ça. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? À mon sens, on va avoir deux éléments. Dans un premier temps, on avait un pessimisme exacerbé à la fin de l'année 2022, début d'année 2023, ce qui fait que beaucoup d'intervenants s'étaient positionnés en vente à découvert. Il y a eu une narrative IA qui est apparue, notamment avec l'apparition de ChatGPT. Ça a poussé toutes les actions, notamment Nvidia, notamment Apple, bref, toutes les actions qui étaient plus ou moins exposées à l'IA. Ces actions, elles ont décollé, d'une part parce que des gens les achetaient, des intervenants les achetaient, et de deux, parce que les intervenants qui étaient positionnés en vente à découvert ont dû racheter leur position, ce qui a évidemment fait exploser les actions qui étaient liées à l'IA, comme on a pu le voir depuis le début d'année, notamment le Nasdaq qui se porte très très bien. Pour autant, en termes de réalité économique, on n'en est pas là, et c'est vraiment intéressant de remarquer cette décorrélation entre les deux. En parlant de l'IA, ça tombe bien, la prochaine partie est un petit peu consacrée, donc on en a déjà parlé de nombreuses fois, et vous avez dû le voir passer sur Twitter. Actuellement, la hausse du SP500 elle est vachement concentrée sur une poignée d'actions, notamment celles liées à l'IA. Donc on peut voir les performances du SP500 si on a, donc en rose, si on met vraiment toutes les actions, incluant celles de l'IA, et maintenant la performance du SP500 si on retire les actions liées à l'IA, et on peut voir que le gap est absolument énorme. Donc le marché est concentré sur une poignée d'actions, et historiquement, quand le marché était concentré sur vraiment peu d'actions et qu'il y avait un gros écart entre les performances des différentes actions au sein d'un même indice, on a toujours eu un drawdown, donc du sommet au creux, une baisse du sommet au creux beaucoup plus violente, notamment dans les 6 à 12 mois. Normalement, si le marché n'est pas particulièrement concentré sur une poignée de valeurs, on peut avoir des baisses allant de l'ordre de 4%, tandis que quand elles sont concentrées sur une poignée de valeurs, on peut avoir des baisses cette fois-ci de 11% à venir dans les 6 mois. Ce qui est plutôt logique, étant donné que si le risque est concentré sur une poignée d'actions, il suffit que celle-ci corrige et ça va entraîner tout l'index vers le bas. Donc un autre risque à prendre en compte du marché, c'est vraiment cette extrême concentration sur une poignée d'actions, et notamment celle liée à l'IA. On en avait discuté au cours d'un article il y a maintenant quelques semaines. Le plafond de la dette américaine a été relevé, ce qui fait que donc, les comptes du trésor américain ont extrêmement baissé ces derniers mois. Forcément, ils ne pouvaient plus contracter d'emprunt pour pouvoir financer le pays. Récemment, le plafond de la dette a été relevé, et il va falloir du cash pour pouvoir acheter les nouvelles obligations que vont émettre le gouvernement américain, qu'ils ont déjà émis depuis quelques semaines.
Ce qui fait que le solde des réserves détenues auprès de la Fed devrait baisser, donc les banques vont reprendre leur argent pour pouvoir acheter des obligations américaines. Le fait que les soldes de la réserve détenue auprès de la Fed va baisser, ça fait qu'il y aura bien moins de liquidités dans le marché, et on en a déjà parlé il y a quelques semaines. Et désormais, on peut voir, donc si on prend la profondeur du marché, notamment sur le SP500, que depuis quelques semaines, la liquidité starie. Donc on a eu ici l'épisode SVB, qui a été accompagné du coup du programme de la Fed, le BTFP, qui a permis en fait de venir en secours aux banques en difficulté. Et depuis cette période, la liquidité a clairement augmenté sur le carnet d'ordre du SPX. Elle a atteint un plafond au milieu du mois d'avril, ici, et depuis, elle se contracte. Et comme on vient de le voir précédemment, pour reconstituer les comptes du Trésor américain, il va falloir encore s'attendre à une nouvelle baisse de la liquidité sur les marchés, ce qui pourrait accentuer notamment la volatilité. Donc extrêmement important, la liquidité c'est vraiment une des notions les plus importantes sur les marchés financiers. Une des choses qu'il faut surveiller en priorité, donc vraiment surveiller notamment les réserves détenues auprès de la Fed. Je vous invite chez vous à regarder de toute façon ce graphique et le comparer au rendement du SP500 et c'est assez impressionnant comment ils sont ultra corrélés les deux. Donc c'est pour ça que je garde toujours vraiment un œil sur ces métriques. Pour moi la liquidité c'est ce qui est le plus important sur les marchés. On va pouvoir désormais parler de sentiments de marché plus. On va avoir donc à gauche, ça va plutôt être les investisseurs individuels, donc American Association of Individual Investors. C'est le début de, là, depuis quelques semaines, on a vraiment un regain d'optimisme assez marqué chez les investisseurs américains individuels. Et un tel niveau d'optimisme n'était pas arrivé depuis le milieu d'année 2021. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à remarquer et qui coïncide particulièrement, donc ce niveau d'optimisme n'a plus été atteint depuis que la Fed a commencé à augmenter les taux. Donc la Fed a commencé son programme de hausse des taux en fin d'année 2021 et c'est ici qu'a marqué le maximum d'optimisme chez les investisseurs individuels. Le deuxième graphique, lui, ça sera plutôt sur les gestionnaires d'actifs et de même leur exposition au marché commence à augmenter vraiment de manière agressive, donc notamment depuis octobre 2022, on avait marqué un plus bas dans l'exposition au marché de la part des gestionnaires d'actifs et actuellement on n'a pas vu un tel niveau d'exposition depuis janvier 2022. C'est quelque chose qui est également intéressant à marquer et qui se ressent dans le positionnement des investisseurs. Donc on peut voir à gauche l'exposition des intervenants du marché, que ce soit les institutionnels, fonds de pension, bref, tous les intervenants sur le marché. Et on peut voir que sur les indices US, donc sur les contrats futurs, les contrats à terme, les intervenants n'ont pas été net long depuis la fin d'année 2022. Et actuellement, donc on est de retour dans une zone net long. Les intervenants ne sont plus short, donc vous voyez à quel point le short était exacerbé ici, ça c'était des positions courtes. Et c'est ce qui a nettement contribué à l'explosion des valeurs en 2022, c'était forcément que les shorts avaient des positions à clôturer, et désormais la position est net long, pour la première fois depuis le début d'année 2023, donc ce qui est vraiment intéressant. Et de même que le positionnement systématique, donc ça va davantage être les algorithmes sur le marché. Les algorithmes n'ont pas été aussi exposés au marché depuis un petit moment, depuis en tout cas avant 2022. Donc, ce qui est également un trader algorithmique ont une importance absolument énorme sur les marchés financiers, et de voir qu'ils sont autant exposés au marché, forcément ça peut mettre la puce à l'oreille, et si ils viennent à devoir vendre des positions parce que le marché se replie, ça risquerait de faire pas mal de dégâts aussi. Donc, on va pouvoir maintenant parler de la réaction des différents acteurs, à commencer par les acteurs institutionnels. Donc, les institutionnels ont acheté notamment les services de communication, et ont été très nettement à la vente sur le secteur technologique. Donc que ces derniers évitent à tout prix les plus fortes capitalisations et commencent à être réticents à acheter des fortes capitalisations sur ces niveaux de prix, et ils préfèrent très nettement acheter des moyennes capitalisations et des petites capitalisations, donc notamment depuis la dernière semaine. C'est intéressant de remarquer ça parce que si les institutionnels commencent à fuir les actions technologiques, on pourrait s'attendre à un pullback. Encore une fois, les marchés sont extrêmement impressionnés, enfin les indices, notamment le Nasdaq, qui est extrêmement exposé au secteur de l'IA, et si on vient avoir une correction, il pourrait entraîner avec lui les marchés. On va désormais pouvoir parler des hedge funds qui, quant à eux, continuent d'acheter de la tech et vendent de l'énergie. Donc, et toujours, en plus de ça, sur les capitalisations les plus importantes. En fait, ils s'exposent toujours à des valeurs extrêmement cycliques, donc ce de quoi on avait parlé juste avant, donc hop, ici. Ils continuent à s'exposer à des valeurs extrêmement cycliques, à l'inverse des institutionnels qui, eux, commencent à se positionner sur des valeurs un petit peu plus défensives,
notamment l'immobilier. Donc on peut voir, c'est la dernière semaine qui sont exposés un petit peu plus à l'immobilier, et la consommation discrétionnaire qui s'y expose depuis quelques semaines désormais. Donc c'est intéressant de remarquer vraiment ce désaccord entre les hedge funds et les institutionnels. Et pour terminer, du coup, je voulais vous parler de Goldman Sachs qui a choisi, donc par rapport à l'indice MSCI ACWI, donc concrètement c'est un ETF qui va regrouper plus ou moins tous les pays et tous les secteurs, en vrai, un ETF pour vraiment investir sur l'entièreté du monde et l'entièreté des secteurs. Et par rapport à cet indice, Goldman a fait le choix de baisser sa pondération sur les valeurs américaines, donc nord-américains en noir, et d'augmenter son exposition sur l'Europe. Les États-Unis, c'est surtout eux qui ont profité du boom de l'IA assez récent. Goldman Sachs préfère s'exposer à l'Europe qu'aux États-Unis, surtout qu'ils n'ont jamais été aussi sous-exposés au marché américain. Donc voilà pour la vidéo du jour. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux, donc à commencer par cette chaîne YouTube qui vient de se lancer. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, poser vos questions. Ensuite, je vous invite évidemment à suivre le journal The Macronomist et l'Instagram et mon Twitter, donc je vous mettrai absolument tous les liens dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à dans 2 semaines. Salut!